Moi, mon rapport avec la librairie Monet, c'est que je suis un voisin. Oui, depuis longtemps. Hein? Ah oui, et donc je n'ai qu'à descendre la rue et pour venir chez Monet rencontrer des lecteurs, rencontrer des libraires passionnés. Je me souviens de ma découverte. Alors, je venais ici pour acheter des légumes et là, je tombe sur une librairie. Une librairie dans un centre d'achat et j'ai toujours levé le nez. Alors je m'attends à de la papeterie et j'ouvre, je vois une librairie avec une histoire, avec complètement implantée dans le quartier aussi, avec surtout un grand respect de la part des professeurs, parce que très visité par les professeurs, les enseignants, une vieille tradition d'ailleurs avec l'école, et aussi une grande collection de bandes dessinées, et puis de l'espace pour que les enfants s'y occupent. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est? C'est un ovni pour vous. C'était complètement une ovni. Oui. Là, vous avez découvert que vous pouviez consulter les livres, que vous pouviez être servi, on vous proposait des lectures. Et un bureau. C'est-à-dire que j'appelle les gens, les journalistes qui me demandent des entrevues, j'ai dit, ben, chez Monet. Alors je suis sûr de l'endroit parce que j'ai pas une bonne mémoire. Des fois, j'oublie le jour, mais au moins, j'ai une base. C'est chez Monet. C'est déjà une référence. Nous, on le sait, on peut s'installer. Puis... Et on m'appelle chez moi, je descends la côte, comme on dit, voilà. Et puis je viens là. Donc pour moi, c'est très important. Et j'étais à la presse à ce moment-là, je faisais des chroniques. Alors je parlais souvent de mon libraire, de ma librairie. C'est une vieille tradition que Foglia avait implantée dans le milieu journalistique. Lui, c'était la librairie du square. Oui. Il passait chez Françoise, Careil ou d'autres petites librairies. J'aimais bien cette idée de faire d'une librairie un lieu de fiction, de la mettre dans la fiction même, c'est-à-dire de dire je vais chez Monet et les gens savent la librairie de Daniel Ferrière, c'est chez Monet. Ah, c'est intéressant ça. Oui. Ah, c'est intéressant ça. Puis il y a l'attachement aussi. Il y a l'attachement au lieu, l'attachement au libraire également qui se développe. Là. Ah mais c'est tout à fait intéressant et donc c'est pour ça que je fais cette première visite chez Monet et avec des livres, je voulais raconter mon livre puisqu'il vient de sortir, j'ai eu l'idée d'en parler dans les librairies puisqu'il n'y a pas beaucoup de clients mais on a des sites on peut lancer. Bah oui. Et puis je me suis dit non, peut-être que je devrais parler d'autres livres aussi. Des lectures que vous avez fait, des lectures que vous voulez faire. Que je veux faire, oui. Que je veux faire. C'est magnifique aussi, c'est faire confiance aux libraires et des gens, de reconnaître des gens que j'aime, que je connais. Par exemple, ce livre de Louis Hamelin. Et Louis Hamelin, je l'ai connu depuis son premier livre, La Rage, qui lui avait valu le gouverneur général. Ce jeune homme qui venait d'arriver avec un grand splash dans la littérature québécoise. J'ai beaucoup sa sauvagerie, sa solitude, le sens de la forêt, du bois. Et c'est une littérature d'homme, littéralement aussi. Ça ne veut pas dire qu'il y a que ça dans sa littérature, mais c'est une littérature de biceps. Les gens, on dirait qu'ils viennent de travailler du bras. Oui. Oui, eh bien, effectivement, ce que vous dites. Et en plus, chez Boréal, on retrouve une nouvelle collection de ce qu'on appelle du nature writing. C'est tout à fait. Il n'y a pas de traduction en français, on utilise le vrai terme parce que dans d'autres langues, en italien ou ailleurs, on appelle ça également du nature writing. Voilà. Et puis, je pense avec ça, il s'inscrit littéralement dans cette thème-là. Toute son écriture s'inscrit, même ses articles dans le Devoir, il est toujours en mouvement. C'est un écrivain qui circule comme road movie, c'est un road writer. Exactement. Et là, Audubon, il parle d'Audubon. C'est un ornithologue. Oui. Eh bien, moi, je l'ai toujours connu, Audubon, puisqu'il est haïtien. Et puisqu'il est né, je crois, pendant la colonie, en Haïti, et il a fait des oiseaux, et je l'ai découvert par un procès à Port-au-Prince. Il y a eu un procès lors du 100e anniversaire de l'Union postale universelle. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Haïti, j'avais peut-être 40, 45 ans. Et on avait publié une série de thèmes avec des images des oiseaux d'Audubon, des dessins. Et ces thèmes-là étaient déclarés comme, pas faux, mais comme illégal. Et il y a eu un grand procès. Et donc on a parlé d'Audubon sans cesse, et c'est ici que j'ai découvert la gloire de ce ornithologue de première grandeur. Et quand j'ai vu que Louis Hamelin parlait de lui, je me suis dit, ben voilà, c'est dans le panier. Donc c'est allé dans le panier. Oui.
On a du Michel Plomer. Je vois que vous avez pris Billet le cœur de Michel Plomer. Mais qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est un roman qui est, je trouve, le roman de la maturité. C'est une relation entre la fille et la mère, relation entre le personnage et l'autrice. Ce conflit-là, et c'est une belle relation, je trouve, entre la mère et la fille, parce que c'est pas quelque chose qui est embelli. Alors, la mère est difficile, la fille la trouve compliquée. La mère décide dans une folie de partir dans le Nord, aller travailler dans le Nord. Michel est du côté, elle, en pleine période d'écriture. Elle se loue un appartement au Rock Hill. Elle s'aperçoit que Anne Hébert a resté là. Anne Hébert est son idole. Donc, tout s'enchevêtre, la création, la relation. Donc l'admiration va à Anne Hébert et puis le rapport difficile avec sa mère. Exactement, on passe d'un à l'autre sans cesse, c'est magnifiquement écrit, Voilà. c'est simple, c'est vraiment... oui. Mais il y a Francine Noël. Francine Noël, j'avais envie de la voir, de la revoir, parce que je me souviens, j'avais publié, je crois, l'année suivante, mon premier roman. Comment faire l'amour avec un ex fatigué, parce que Francine avait publié l'année d'avant chez VLB Éditeur. Victor Lévy-Beaulieu était éditeur chez VLB, c'est lui qui a fondé la maison d'édition. Il a laissé tomber pour aller écrire à 3 pistoles et il a vendu la maison à Jacques Lanto. Alors Lanto s'est dit, il me faut aussi mon livre fétiche, et il avait pris mon manuscrit, Comment faire l'amour avec un ex fatigué, alors que Francine Noël, l'année précédente, avait publié Maryse. Oui. Que Foglia avait lancé, c'était, je me souviens très bien de cette idée et elle décrivait cette fille à lunettes un peu, j'allais dire, très discrète, plus que discrète, même modeste, qui était dans les bars de Montréal et qui finalement a écrit le roman de sa génération. Un roman d'une époque, un regard vu du point de vue de la femme. Ça a donné une sorte de poids, de solidité au mouvement féministe à l'époque. Et ça a donné à Montréal aussi un aspect moderne. Oui. Oui. Il y a eu toute une série d'auteurs par la suite qui ont décrit Montréal, qui ont présenté Montréal, mais complètement autrement. Complètement autrement. Parce qu'on avait un Montréal qui était très durement présenté. On avait des écrivains très forts, très lourds, très puissants, comme Marie-Claire Blais. Et c'était un Montréal triste, dur. Marie-Claire Blais était fâchée contre Montréal, qui était trop dur avec ses ouvriers. On avait Victor Lévy-Beaulieu, qui détestait Montréal, il l'appelait Montréal mort. Oui. Et il parlait de Montréal Nord, mais il parlait aussi de Montréal. Et tous nos écrivains à cette époque trouvaient que c'était le centre des perturbations, des compromissions, et des corruptions. Et on n'avait pas ce Montréal moderne où les gens vivent, ils vont au café, ils ne sont pas obligés de critiquer la ville à tout point, de point de vue moral. Ouais. On avait des écrivains un peu jansénistes à l'époque. Et là, brusquement, Francine Noël apparaît. On a libéré Montréal. Oui, elle a libéré Montréal. De certains clichés, déjà en partant. Absolument. Puis de certaines lourdeurs. De certaines odeurs, et puis elle a décrit le centre-ville. Elle a décrit aussi ce qui fait le nouveau Montréal, c'est-à-dire les multiples cafés et les filles dans les cafés qui vont prendre un verre, qui discutent. Et on n'avait pas cela parce que c'était le Montréal de l'après, j'allais dire, un peu plus la révolution tranquille, mais avec une odeur de la grande noirceur. Exactement. Il y avait quelque chose, un peu de suie. Oui, exactement. Elle a enlevé. Ouais, on a un Montréal beaucoup plus postmoderne. Ouais. J'ai parlé de suie et il y a ténèbres. La sudalité. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais j'aime beaucoup le titre et la couverture. C'est la peuplade, la maison d'édition est excellente. J'ai des collègues qui l'ont lu, qui ont beaucoup aimé. Alors, j'ai des collègues qui l'ont lu, qui m'ont dit que c'était vraiment une lecture très, très attachante, qu'on est dans le roman, on poursuit la lecture sans cesse, on est accroché par le titre, par le style d'écriture. C'est complexe, mais une belle complexité, pas quelque chose de... Oui, mais c'est magnifique et puis c'est une bonne maison d'édition. Une bonne maison d'édition, oui, effectivement, aussi. Qui fait des belles propositions. Oui. Il y a une femme que j'aime bien et qui est aussi, qui ne paraît pas discrète, mais qu'on peut découvrir beaucoup plus pudique qu'on le croyait, puisqu'elle travaillait à la radio et qu'on l'a vue, et c'est Catherine Perrin, mais par sa mère, on pourrait la découvrir. Oui. Et c'est ça qui m'avait intéressé dans l'idée de ce récit,
c'est qu'on peut découvrir une fille par la mère. Tout à l'heure, on a parlé de Habiller le cœur. Maintenant, on parle d'une femme discrète de Catherine Perrin. Exactement, oui, effectivement. C'est une belle découverte, effectivement. Le lien entre la mère et la fille, la découverte. Exactement, vraiment, cette notion-là, la découverte des deux personnages. Un personnage qui alimente l'autre, en fait, une identité qui vient nourrir l'autre. Ça rappelle la musique aussi, parce qu'elle aime beaucoup la musique, elle a fait. Il y a ce mouvement de l'un qui découvre l'autre, un entrelacement. Oui, et on retrouve ça dans son roman. Les Trois Réveils, dans son roman Trois Réveils, on retrouve vraiment cette écriture comme une écriture musicale. Oui. Et l'importance de la musique, intégrer la musique, pas juste mentionner les pièces de musique, mais vraiment écrire comme de la musique. Mais ça, c'est très important, c'est même un conseil aux jeunes écrivains, de ne pas renier ce qu'on sait quand on commence à écrire. Et au lieu d'aller complètement, de prendre, si vous êtes musicien, vous pouvez mettre ça là-dedans, parce que vous avez une connaissance réelle, et ça n'empêche pas que le récit soit dans l'imaginaire. Oui. Mais mettez ce que vous savez, vous êtes boxeur, vous pouvez faire ça autour de match de boxe, parce que vous savez, il faut quand même un appui solide. Mais vous êtes un bel exemple sur ça déjà. Vos romans parlent beaucoup de votre expérience, de votre vécu, des petits moments que vous avez connus. J'avais peur que vous alliez me dire de ma sexualité. Je suis pas allé là. Je suis pas allé là. Mais déjà de vos petits moments d'enfance que vous avez, bon... Oui, absolument. Non, je ne fais que ça. Mais voilà. ce n'est pas parce que je le fais qu'il faut le faire, mais plutôt si on se sent un peu sans sol, et on peut se servir de ce qu'on sait aussi pour permettre à l'imaginaire de s'envoler. Une bonne base pour mieux s'élever. Oui, alors il y a aussi... les étoiles. Vous avez sorti Les Étoiles. Oui. Beau, superbe album jeunesse. Beau livre qui raconte, la rencontre entre deux jeunes enfants qui nécessairement sont un peu obligés de se diviser, de se séparer, tout ça. Beau dessin. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, j'aime beaucoup ce bleu-gris. Oui, exactement. Cette douceur. Oui, voilà. Ben, ça vient chercher le dessinateur en vous. Hein? Ça vient chercher l'illustrateur, là. L'intérieur qui dessine, mais c'est bien. Et c'est très dynamique comme dessin. Oui, voilà. Oui. Et puis c'est doux en même temps. C'est très doux, oui. J'ai une vieille copine. Oui. J'ai une vieille copine. Vous avez pris la mariée de Corail. Puis avec plaisir. J'ai pas encore lu, Roxane, ton livre. Mais je ne peux pas ne pas le prendre. Parce que ça faisait un temps que tu ne nous as pas fait signe. Et d'un, effectivement. Le livre a un grand succès présentement. Ah oui, on est en plein monde du roman policier, du polar. Alors, le polar au Québec prend vraiment un bel essor. Écrit par des femmes en plus, c'est hyper intéressant. Un son différent, une écriture différente, très poétique en même temps. Alors, c'est intéressant de joindre la notion de l'écriture poétique dans un contexte de polar, où très souvent, c'est le réel qui a une emprise sur l'écriture, tout ça. Mais j'aime beaucoup les polars parce que c'est dans les polars que j'ai appris comment était l'Amérique vraie, c'est-à-dire des villes américaines aussi nord-américaines comme Chicago, comme Boston, comme Los Angeles. Oui, c'est ça, parce qu'eux, ils ont chacun un grand écrivain et qui dit la réalité. C'est là que j'ai découvert les hamburgers, le Coca-Cola, le drapeau, la roue, comment elle est faite. Les écrivains de polar ont un sens du réel et une capacité de faire traverser la ligne de frontière entre réel et fiction, mais avec armes et bagages. Exact. Sans faire de fioritures que je trouve très fort. Donc Roxane, j'ai écrit un livre aussi. Oui, il faudra en parler. Ça vient quelque chose à sortir. Oui. C'est le 3e là, de votre série de livres dessinés, tout ça. L'exil vaut le voyage. Oui, c'est ça. Voilà, j'attends qu'on m'en parle parce que moi. Et quand on part en exil, c'est un voyage en soi? On parle d'un exil extérieur, un exil intérieur? Il y a tous les exils, c'est pour ça que j'en ai mis plein dans le livre, des formes d'exil. Il y a des exils intérieurs, comme ma mère qui n'a jamais quitté Haïti et qui est en exil parce que elle subit le poids des exils de son mari et de son fils. Oui. Subir l'exil, c'est aussi l'exil et peut-être même plus lourdement l'exil.
Il y a l'exil de Nabokov, que j'ai parlé dans ce livre, qui est être en exil et de sa langue. C'est un écrivain russe qui a écrit en anglais et qui est devenu l'un des grands écrivains américains avec Lolita. Et il y a l'exil parce qu'on est dans son pays, mais dans un univers, par exemple, celui de Mandela, et qui est peut-être en Afrique du Sud, mais dans une prison pendant 26 ans. C'est un exil aussi. Oui, c'est exilé de la vie. Exactement. Et donc, il y a la lettre de Toussaint Louverture, qui est le héros de l'indépendance haïtienne, qui a été arrêté par Napoléon Bonaparte, parce qu'il lui a écrit une lettre d'une pertinence, d'une lucidité, d'une force incroyable qui se trouve dans le livre et que j'ai recopié sans dessin. Qui voudra le lire, le lira. Il y a des fois, il ne faut pas faire de fioriture. Il faut présenter la chose telle qu'elle est nue, telle devrait être présentée. Oui. Comme si on lisait l'écriture même de Toussaint Louverture. Donc il y a plein de choses sans compter les nombreuses images, il y a peut-être 800 dessins, et je me suis... Vous êtes abusé. Ah oui. Ouais, vous êtes abusé. Oui. Est-ce que vous vous sentez encore en exil? En exil, non. Moi, je suis en voyage. Donc, voilà. Tout l'exil et le voyage. Exactement. Non, en exil, je n'ai pas été en exil. J'ai été en exil au moment de partir, de quitter Haïti, parce que là, j'ai dû quitter de force. Et c'est pour ça que j'ai aimé le titre du livre de Régent Ducharme, L'hiver de force, parce que l'exil est toujours de force. Oui. Quand il n'est pas de force, ce n'est pas un exil. Quand quelqu'un dit « je vais à Paris, j'habite à Montréal », c'est un voyage. Non, c'est un voyage. Voilà. Mais j'ai changé cet exil en voyage et je suis très heureux d'être ici, chez Monet. On est content de vous avoir avec nous. Pour parler de ces livres et pour lancer cette petite idée toute simple et d'autres livres que le mien. Merci beaucoup.